Bonjour et bienvenue à Pack the Pod, votre Rugby Clubhouse pour ce 6 Nations 2020. Et aujourd'hui, on a plein de choses à se dire. Moi, c'est TK, Terry Coffin, l'américain de notre petit groupe, ancien joueur de foot US. Et j'ai aussi joué un peu de rugby avec Charlie Bayer. Salut Charlie. Absolument, j'ai eu la chance de jouer derrière toi et du coup, moi je dirais je suis le Dre 2 de l'équipe. Nous sommes aussi très contents d'avoir avec nous Théodore de Saint-Remy. Moi, je l'appelle le grand Théo parce que quand même, il est assez grand. Ancien deuxième ligne chez Metro Racing entre d'autres équipes. Oui, c'est ça. Quelques passages dans des équipes principalement proches de Paris. ACBB, le PUC, le Racing. Et je signale que le Racing est champion de France de rugby à 7 depuis ce week-end, avant qu'on parle du rugby à 15. À jamais les premiers. À jamais les premiers, exactement. On en parlera parce qu'on en parlera de beaucoup de choses aujourd'hui. On a plein de choses parce qu'il y avait beaucoup de super rugby. Nous avons eu le démarrage de ces 6 nations. On a eu le rugby à 7, le tournoi dans l'Arena aussi. Il faut qu'on parle de ça. Il y a énormément de choses. C'est fantastique crunch. Mais avant, j'aimerais, si je peux, parler de quelque chose un peu américain quand même. C'était le Super Bowl hier soir. Et quel Super Bowl! Pack de potes, terrain 10. Et là, on a eu les deux meilleures équipes de cette année dans la NFL. Un très très bonne défense avec quand même un attaque dans le top 5 avec San Francisco 49ers qui avait contre eux, chez les Kansas City Chiefs, un génie de quarterback qui s'appelle Patrick Mahomes. Et au mi-temps, c'était 10-10. Moi, personnellement, je suis endormi parce que quand même, il faisait un peu tard. San Francisco menait 20-10 à ce moment-là. Le match, pour moi, était quasiment plié. Plié. Et on était dans le 4e carton, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de jus chez les Kansas City Chiefs. Par contre, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu que Patrick Mahomes, c'est quand même un magicien. Il a pu marquer 3 touchdowns dans l'espace de 6 minutes. C'est quand même balèze. C'est la nouvelle grande star du foot US, Patrick Mahomes, ou c'est un effet de hasard, là, Thierry? Non, écoute, il était l'année dernière MVP. Quand même. C'est un mec qui laisse pas son équipe perdre, en fait. Il a juste ce talent, pas juste talent, mais il a un charisme qui fait en sorte que tout le monde croit, il sait qu'il peut gagner. Physiquement, il lance super bien la balle, il court très bien et tout, mais c'est un leader. Par exemple, aujourd'hui, statistiquement, c'était pas un super match, mais lui, c'est juste un mec qui sait gagner, quoi. Donc, j'étais pas vraiment surpris de voir qu'il a pu marquer 3 touchdowns dans les 6 minutes qu'il reste. Comme quoi, même les 49ers peuvent se faire reprendre et faire un peu une Vahamaina ou faire n'importe quoi, c'est-à-dire avoir un match qui tienne et le perdre dans le dernier quart-temps assez largement. Et franchement, c'était un peu inattendu au vu des 3 premiers cartons. Enfin, moi, alors je suis pas un grand spécialiste, mais ça m'a quand même surpris de voir que les mecs du Missouri sont revenus quand même from behind, comme disent les Américains, un peu de nulle part. On va dire en 6 minutes en rugby, ça serait un peu plus dur de marquer 3 essais. Mais ça, c'est un peu de l'avantage, on va dire, de côté un peu fantastique et spectaculaire de foot américain. C'est qu'on peut le faire avec un grand lancer. Le match peut changer vite fait, quoi, avec un seul jeu. En tout cas, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la Fédération française de la loose. Je ne sais pas si vous les connaissez. Et ils sont quand même prêts. Là, ils ont proposé à l'élection du loser du week-end les San Francisco 49ers en disant se manger une remontada dans l'événement sportif le plus suivi au monde, c'est un exploit quand même qu'on est obligé de valider. Donc j'aime bien. Il y avait une chose aussi, c'est pas sûr ce que tout le monde a vu, mais il y avait quand même, Charlie était avec moi, il me semble que Charlie, tu te souviens peut-être un peu plus du halftime show avec Shakira et J-Lo que le match en elle-même. Je crois que Shakira, elle a envoyé du pâté, là. Ah, je me réveille, pardon, on parle de... Oui, absolument, mais écoute, alors, moi je suis plus team J-Lo, pour le coup, parce que franchement, elle a envoyé du lourd. Mais c'était, voilà, moi chacun ses sports, hein. Moi le mien, j'ai apprécié la qualité des chorégraphies proposées par 2 artistes hors du commun, je dirais, talentueuses, qui dominent la scène musicale. Et voilà, je m'arrêterai là, puisqu'on a une émission familiale, je dirais que c'était voilà. Merci les dieux, merci le hasard, merci la planète, c'était un beau moment. En gros, si vous aimez bien le foot US, si vous pouvez regarder le 4e carton de ce match, si vous aimez bien les fesses, je pense que vous pouvez regarder le mi-temps. Familial. C'est un très bon résumé. Oui. C'est beau. Non, mais l'Amérique est une terre pleine de contrastes, de toute façon. Tout à fait.
Sur un point un peu plus sérieux, nous sommes désolés d'entendre la disparition de Kobe Bryant et sa fille et d'autres personnes lors d'un accident d'hélicoptère. Kobe Bryant était vraiment quand même un très grand star de NBA aux États-Unis et je pense qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'hommages à lui. Donc on pense bien fort à sa famille et les familles des autres victimes. Et si on parlait du crunch, l'équipe de France a bien accueilli l'Angleterre dimanche après-midi pour le fameux crunch. Victoire de la France 24-17. Théo va nous expliquer un peu plus sur ce match. Oui, alors c'est vrai que là, on a parlé de sport US, etc. Mais ce week-end, c'était quand même pas un week-end de sport US. C'était avant nous, pour nous tous, les fans de rugby, le week-end du crunch. Et c'était un peu le crunch de tous les dangers avec... finalement une opposition entre une équipe française certes renouvelée mais qui sortait d'une Coupe du Monde un peu qui s'était finie en queue de poisson, et puis des Anglais qui avaient marché sur la compétition avant de se prendre les pieds dans le tapis en finale. Donc on avait tout à craindre. En plus il y avait Eddie Jones qui, je pense, fort maladroitement, et c'est sa deuxième maladresse en un mois, en 3 mois après la compo de la finale, avait commencé à dire on va vous marcher dessus, bande de pipes, grosso modo. C'était à peu près ça le thème qu'il avait dit dans la presse, ou bande de puceaux, ça aurait pu être ça aussi. Et grosse erreur, parce qu'en fait voilà, je sais pas si on peut tirer des conclusions de ce match, mais on a vu un match complètement magnifique des Français qui sont rentrés dedans par le bon bout, qui n'ont jamais rien lâché, qui ont même eu l'élégance de nous faire un peu peur en fin de match pour qu'on se remette à transpirer un peu et qu'on finisse soulagé. Donc on voit un superbe match avec un Dupont, un Aldrit, un Bernard Leroux, les trois, je dirais, mais stratosphériques, les trois. Très rapidement, on voit que Dupont, il est dans le coup. La petite remise intérieure sur Ratez, qui, en dépit d'un physique improbable, a des cannes, et il arrive à foutre un raffut en plus sur Farrell pour aller marquer le premier essai. Donc, tu peux pas lancer le crutch d'une meilleure manière que ça. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné d'une manière superbe, avec une agressivité de tous les instants. Bernard Leroux, 22 plaquages sur le match, et sur au moins 15 sur les 22, il a secoué les mecs comme des cocotiers. Donc c'est quand même absolument génial. T'as des petits nouveaux, tu les as jamais vus. Boutier, premier ballon aérien, super bien pris. Après, sur un moment chaud, il balance un coup de pied de, je sais pas, mais 90 mètres. Il est dans ses 5 mètres, il balance un coup de pompe, ça sort en touche dans les 5 mètres anglais. Donc ça arrive une fois tous les 5 ans. Enfin, c'est quasiment impossible. Et paf, il le fait ce jour-là pour son premier coup de pied en équipe de France, ce qui est quand même vraiment fantastique. En face, tu as une équipe anglaise complètement à côté de son sujet, avec des fautes pathétiques. Farrell qui plusieurs fois fait tomber le ballon, Ford qui regarde ses godasses. Enfin, ils étaient absolument pas là, et ils ont été tellement pris à la gorge qu'en fait ils n'ont pas réussi à exister. Et je pense que la sortie de Manu Tuilagi leur fait très mal aussi, parce qu'on voit très bien que cette équipe, quand elle a pas ces 3 fers de lance qui sont les frères Vunipola et Tuilagi, c'est quand même pas la même. Et ils avaient pas les 2 frères Vunipola. Tuilagi sort très tôt, donc ça achève, je pense, de les déstabiliser. Tu rajoutes là-dessus une agressivité de tous les instants, un peu de chance aussi, parce que le deuxième essai d'Olivon, peut-être qu'il aurait pu être refusé. L'en avant est pas loin d'être sifflé. On ne sait pas trop si c'est lui ou l'Anglais qui le touche sur ce ballon haut qui est récupéré après. Et puis les Anglais, ils ont quand même un essai qu'ils ne mettent pas, alors que le deuxième ligne arrive plein fer entre les poteaux, lâche le ballon dans l'embut, ce qui est quand même très rare chez eux. Donc tout est tombé du côté français. Les Anglais n'étaient pas là. Et moi, je dirais en bilan de ce match-là que pour moi, les Anglais se sont absolument pas remis de leur finale de Coupe du Monde perdue. Et qu'aujourd'hui, ils sont pas prêts. Et ils sont d'autant plus pas prêts qu'ils sont profondément divisés par l'histoire des Saracens qui a flingué le championnat anglais. Et la moitié des joueurs anglais sont des Saracens. Et donc, il y a des luttes intestines dans cette équipe, une grande déception. Et donc, c'est une équipe qui, tout simplement, aujourd'hui, est pas au rendez-vous, face à une équipe qui était un peu en état de grâce, un peu chanceuse. Tant mieux pour nous, tant mieux pour Galtier, tant mieux pour les premières capes de tous ces joueurs. Et puis pour les vieux, là, moi, Bernard Leroux, je l'aimais bien, et là, maintenant, je le rêve. Voilà. Je veux dire, un match de deuxième ligne comme ça, je veux dire, je pourrais lui cirer les pompes. Non, mais vraiment. Ah non, il m'a fait rêver. Il y a un truc aussi qui était super important, et je pense que c'est ça aussi qui a déstabilisé les Anglais, c'est juste une défense d'assassin, quoi. Un truc de... on avait parlé de la patte de Edwards qui arrivait, franchement, ça s'est vite vu. Ficou, qui a été désigné capitaine de la défense, c'était un animal. Non, mais vrai, c'était assez impressionnant. Même Dupont là-dessus. En fait, ils ont tous régalé, hein, on va pas cibler. Faut quand même cibler la 3e ligne qui était
tu te demandes pourquoi c'est pas celle qui est partie à la Coupe du Monde, parce que c'est celle qui avait fait les matchs de préparation. Mais ouais, elle a été dingue. C'était voilà, la défense, et donc je dirais, c'est Kroos qui a été l'homme du match, c'est Aldrit. Aldrit qui a été l'homme du match, mais bon, je pense que c'était une récompense pour la troisième ligne. Elle était monstrueuse, 49 plaquages à eux 3. Je sais pas si vous avez vu la tronche de Olivon et Aldrit après le match. Ouais, ils étaient défoncés. Les deux. Ouais. Ils ont fait un ils petit sont selfie, repeints. Ah ouais, ils se sont mangés des carreaux tout le match. Mais franchement, je pense que voilà, le truc à voir, c'est la défense. Il y a eu plein de belles choses. En effet, les deux qui commençaient, qui portaient pour la première fois le maillot de l'équipe de France. Ouais, il a fait son match, hein. Costaud, c'est ce qu'on attendait de lui, il a tout fait. Et Boutier, pareil, les deux ils sont rentrés. En effet, ce coup de pied, il était, j'étais le cul sur le canapé, quoi. C'était assez incroyable. Après, donc, t'as fait les éloges, hein, et je les aurais fait aussi. Enfin, évidemment, c'était un régal. Enfin, on était tous, tout le monde était super heureux. Il y avait tout qui allait avec. Il y a eu des bastons en plus. Ouais. En plus, on leur a mis des marrons. C'était beau, quoi. Et en plus des bastons. Alors, analyse de bastons, je pense que parce que ça existe plus trop les marrons. Hein. On est d'accord, ils se poussent, ils s'attrapent par le col et tout. Mais là, il y a quand même eu un petit tas. Et à mon avis, t'as eu des trucs bien sales, cachés dans ce hamas de cuisses et de nuque. Il y a dû y avoir des trucs un peu sales. Mais en tout cas, tout pour plaire à un public de Stade de France, enfin plein, enfin à gueuler. À peine ils annoncent l'équipe d'Angleterre, il y a le nom de Farrell qui sort, tout le monde hurle. Voilà, quoi. Je pense qu'on s'est retrouvés. Je pense que cette équipe s'est retrouvée, on a retrouvé l'équipe. Et puis on a fait nos Anglais, hein, buteurs à 100%, et on voit l'importance de ça. Hein. Début de match, paf. Tanguy, tu mets les pénalités, tu mets les transformations, tu renforces ta confiance, tu cloues le cercueil de l'adversaire un peu plus à chaque fois, et ça on le sait que c'est important, et jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand tu vois Dupont, le bouchon qu'il met à la fin du match au demi de mêlée, qui part, mais c'est limite indécent l'arrogance du demi de mêlée qui part sur une mêlée aussi importante, et il se fait secouer, mais alors que l'autre il a déjà 80 minutes dans les pattes. Bon, c'était vibrant du début à la fin. Après, moi j'ai deux petites réserves. La touche, c'est quand même un petit peu préoccupant, mais ce qui est super, c'est que comme ils ont gagné quand même, ils vont pouvoir s'en occuper sérieusement. Et puis la défense sur les ailes, on a quand même Johnny May qui nous met 2 essais en nous mettant des cartes de visite un peu inquiétantes sur les ailiers. Et comme par hasard, il y a Teddy Thomas dans le coup, donc pas complètement clean sur la défense. Et Ntamak aussi. Sur les essais de Johnny May, qui par contre lui est une Formule 1, c'est-à-dire que dès qu'il a fait la différence, tu le revois pas, le mec. Donc ça c'est vrai qu'on a quand même eu chaud. J'avais la chance d'être au stade, en fait. C'était un petit cadeau de ma femme, donc merci chérie. Il y en a qui ont de la chance, hein. Moi bon. Ouais, grave. C'était palpable dans le sens que le public était vraiment derrière cette équipe, et ça s'entendait plusieurs fois. Nous, on est chez nous là, et par exemple, je voulais enregistrer un Swing Low Sea Chariot, mais chaque fois que ça démarrait, tout de suite, soit c'était sifflé, ou soit c'était couvert par un Marseillaise et tout, et c'était vraiment chouette, quoi, parce que la public qui était là, au Stade de France, j'ai passé un super moment avec eux, quoi. Et c'est la deuxième fois que je suis allé au Stade de France. La première fois, c'était un autre crunch, mais c'est un crunch où l'Angleterre a marqué dans les 2 premières minutes. Ça casse un peu l'ambiance, hein, c'est sûr. Et dis donc, mais c'était horrible. Mais cette fois-ci, c'était un vrai joie d'être au Stade de France et entendre tout le monde. C'était super. Alors moi, j'ai adoré aussi voir rentrer Jefferson Poirot, que j'étais un peu surpris qu'il soit pas titulaire, et j'ai trouvé ça cruel pour lui, parce que je trouve que c'est un joueur qui s'est pas échappé quand même, qui a beaucoup donné ces derniers mois et ces dernières années pour l'équipe de France, et quand il rentre, il fait une super belle rentrée. Donc je trouve que là-dessus, c'est intelligent aussi. Visiblement, c'est de ça qu'il avait besoin. Il rentre, il arrache un ballon. Enfin, il a été super bon au moment de sa rentrée, donc c'est super. Bon, j'étais content pour lui. Et puis avoir un Jefferson qui joue contre les Anglais, moi je peux pas m'empêcher de vibrer un peu plus. Ouais, je suis d'accord. Ça se tient. Mais c'est vrai que tu parles de Poirot, mais c'est aussi par rapport aux points faibles. On est tous d'accord qu'on a adoré, que merci et qu'on leur demande. Mais si faut cibler des points faibles, moi il y a aussi, et tu parles de Poirot, pour moi c'est un des rares qui a fait une bonne rentrée. C'est que dès que le banc est entré, enfin notre mêlée a commencé à galérer un peu. Ça n'a pas été bon. Et c'est là où on voit les limites de notre fraîcheur et de notre jeunesse. Je pense que les mecs, ils étaient remontés comme des coucous, et anglais ou pas anglais, rien à foutre, ils y sont allés et ils ont envoyé du caramel et ça a déstabilisé les Anglais, il n'y a pas de souci. Mais les autres qui sont rentrés ont peut-être eu plus de mal à se mettre au diapason, et ça s'est vraiment senti.
la sortie de Willemse dans le pack, je pense, a été préjudiciable. Et là, c'est là qu'on voit que c'est quand même un mec qui est extrêmement costaud, même s'il n'a pas un jeu spectaculaire, je pense qu'il compte. Boris Pallu, qui est pourtant un joueur du Racing, et donc moi je suis ravi qu'il soit là. Je pense que alors il a défendu, hein, il est rentré, il a quand même fait son match. Mais je pense qu'il a manqué de densité physique. Et puis ils ont fait rentrer Cameron Woki qui s'est un peu trouvé sur une ou deux actions. Je pense les enjeux de ce premier match, de ce premier truc. Et c'est vrai que j'en suis arrivé à un moment à me dire putain, est-ce qu'il n'a pas finalement fait sortir trop tôt les mecs qui tenaient la boutique. C'est la peur que j'ai eue dans le dernier quart d'heure où on était, mine de rien, à la 70e, on n'était pas très très serein, hein. On se disait ça peut sentir la remontada à l'ancienne. Ouais, ça sentait le French will French, quoi. Ouais, on a un peu peur, c'est vrai. Une chose que je trouvais assez bien quand même, c'est que on va dire les dernières 10 minutes de la première mi-temps, les premières 10 minutes du deuxième mi-temps. C'était magnifique. La France a vraiment résisté en défense, un truc de dingue en fait. Exceptionnel. Et franchement, normalement, c'est là où ils laissent marquer des gens et ils reviennent. Donc là, ils ont eu leur passage à vide où Johnny May a marqué 2 essais. Mais quand même, normalement, c'est des moments où cette équipe de France aurait laissé des gens marquer. Mais là, ils n'ont pas fait. C'est surtout des moments dans lesquels les Anglais marquent toujours. Et sur ces périodes de domination-là, c'est vraiment leur point fort, quand leur machine se met en place et qu'ils commencent à s'approcher des 5 mètres en faisant répéter les petits tas, les machins, et qu'à un moment ils écartent, ils prennent 15 mètres de large et qu'ils arrivent à faire rentrer un mec dans le tempo. Ils ont marqué des dizaines d'essais comme ça ces dernières années, et là c'est vrai qu'ils ne sont pas passés. Je pense que c'est aussi dû à l'absence du numéro 8 de Vunipola, qui est toujours le monsieur plus, qui fait toujours le petit mètre supplémentaire, qui met l'équipe adverse sur le couloir, et ce mec-là, quand il n'est pas là, l'équipe anglaise n'est pas la même. Et pourtant, comment je peux que ça s'appelle le numéro 7 là, qui est gaulé comme je sais pas quoi, l'anglais, lui il m'avait fait peur l'année dernière. Sur ce match-là, on l'a pas vu, il a pas hésité. Ouais. Et c'est marrant parce que ton live dans le stade, la meilleure chose, c'était tous les de tous les super plaquages. Ça, c'était formidable. Et le caramel de Dupont à la fin, quand le 9 en face. Celui de la fin. D'un coup, il y avait tout le monde qui chantait Dupont. Et d'un coup, c'était la fin du match, en fait. C'était un relâchement de toute la pression parce qu'on a été sur le bord de notre chaise, quoi. J'avais envie de vomir. Tellement. Lui, il est parti pour un bail. Il est parti pour un bail exceptionnel, Dupont. J'aimerais pas être Baptiste Serin, parce que je pense que, à part quand Dupont sera blessé ou fatigué, il jouera pas. Et à propos de trucs improbables, c'est vrai qu'il va toujours nous faire un truc improbable, dont à la 79e, c'est un peu le bémol, je trouve ça, enfin, je sais pas, il y a dû y avoir une incompréhension. Et malheureusement, ça coûte, c'est les Anglais, ils vont chercher le bonus défensif. C'était presque marrant. Ce petit truc d'homme, c'était presque, franchement, si ça avait pas permis aux Anglais de repartir avec un point, parce que franchement, ça aurait été le pied total. Bon, le pied était presque absolu, mais moi je m'en fous. Les points de bonus défensifs dans le tournoi, on s'en fout. Voilà, ça peut compter à la fin. À la limite, ça les fait passer pour des épiciers, c'est encore mieux, je vais te dire. Non, moi ça me dérange pas du tout. Bon, je pense qu'on peut tous dire et tous être d'accord qu'on était très contents avec la façon que ce crunch s'est déroulé. On a une équipe de France devant nous qui nous fait rêver, avec des super impacts très solides, avec un joli jeu, et franchement, j'ai hâte de voir d'autres choses semaine prochaine. Et une super moyenne d'âge, c'est-à-dire que là, c'est vrai, on est quand même obligé de se dire, nous qui souhaitons être champions du monde du podcast en 2023, c'est notre ambition, on va pas le cacher. En 2023, on aura quand même une équipe qui aura évidemment la même ossature que celle-là, qui aura 4 ans de plus, et qui aura déjà, puisqu'il y en a un certain nombre qui ont fait la Coupe du Monde, dans laquelle ils ont vécu des belles choses, et là on est au début de 4 campagnes de tournois avant la Coupe du Monde, et ils commencent par taper les Anglais, donc ils sont en train de construire quelque chose qui peut ouvrir un peu tous les rêves. Maintenant, faut rester réaliste, mais on a, je crois, une génération dorée qui arrive à point nommé pour préparer une Coupe du Monde en France. Je vous laisse réfléchir, les gars. Ouais. Après, souvent souvent les débuts de mandat de sélectionneurs sont auréolés de succès, parce qu'il y a le renouveau, il y a la fraîcheur, tout le monde, il y a une espèce d'élan. Là, je pense que tous les observateurs, déjà avant ce match, déjà les observateurs, tout le monde a senti quelque chose de différent, c'est vrai. Mais voilà quoi, il y a encore, c'est formidable, il y a plein de jeunes, super match, on est content, les Anglais rentrés chez vous, Brexit total, tout va bien. Mais voilà quoi, on n'est pas, c'est le début d'une construction quoi. On n'a pas beaucoup parlé des coachs, et je pense que Galtier
Voilà, là il a son baptême du feu, moi je suis content, ça lui donne un petit peu de tranquillité, il a 1 an de tranquillité avec ce match, en vérité. Et je crois que l'intelligence de l'attelage, c'est quand même de l'avoir doublé de Raphaël Ibanez, qui est, je pense, tout ce que Galtier n'est pas. C'est-à-dire que Ibanez, c'est un mec ouvertement reconnu pour ses qualités humaines et pour son leadership naturel. Galtier étant le technicien du duo, et à eux deux, il y a peut-être quelque chose qui est super intéressant. Après, moi, je retrouve un peu le Galtier. Est-ce que c'est forcé, ou est-ce qu'il reconnaît ses erreurs et il va essayer de chercher dans son coaching quelque chose de différent, il va essayer de gérer ses lacunes dans son coaching qui était du coup humaine. Mais moi, j'ai un peu l'impression de retrouver le Galtier avant Montpellier et avant qu'on commence que son caractère commence à éclater un peu. Dans les off, tu le vois un peu quand même parler aux joueurs. Il y a eu les remises de maillot. Il y a son discours là d'avant-match là qui est sorti un peu sur les réseaux où c'est intelligent, où il parle aux hommes quoi. Je pense qu'il fait des efforts quand même. J'espère qu'il fait des efforts. Mais je pense que c'est très bon augure en tout cas ce comportement. Moi je retrouve le Galtier d'avant Montpellier et c'est très bon augure. Il y avait, Théo, tu parlais de 2023 et c'est vrai que aussi on a des équipes U20 qui sont super bons depuis plusieurs années. Ils ont tous ces jeunes qui tout à fait. Donc ça commence à payer ces joueurs-là. Je pense que Dupont et Penaud, ils vont avoir 27 ans. Ça va être parfait physiquement. C'est énorme. C'est ce que je dis. Tu parlais de Rates tout à l'heure et de son physique improbable et tout. Et c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'il soit arrivé un peu en retard sur ce truc et que c'est lui qui ouvre le score. Enfin, l'histoire est belle. Et peut-être parce qu'il est arrivé comme ça sur l'équipe sur la feuille de match de cette façon. À la fin, j'ai bien aimé ce qu'il a dit au micro de France 2 quand on lui dit, on parle de son match et tout. Et il n'a pas parlé d'une victoire à 15, il n'a pas parlé d'une victoire à 23, il a parlé d'une victoire à 42. Il a pensé aux copains qui étaient venus s'envoyer et se foutre sur la gueule à Nice pour repartir à la maison. Et je pense que ça en dit long aussi sur la mentalité, quoi. Mais bon, après, c'est vraiment, on rentre sur des choses qu'on pourrait peut-être voir plus tard, parce que là, on a du rugby, il faut parler rugby, il y avait quand même 2 autres matchs. Bon, les gars, il y avait d'autres matchs aussi dans ce 6 nations, donc notamment Pays de Galles, Italie, Pays de Galles 42-0, 5 essais à 0 essai, bien sûr, notamment avec 3 essais de Josh Adams. Bon, c'était un match, on va dire, assez one-sided, comme on dit en anglais. C'est pas le 42 qui est choquant, c'est le 0. C'est ça qui est embêtant. Voilà, c'est ça qui est embêtant. Ouais, prendre 40 points contre les tenants du titre, qui est une équipe qui a été en demi-finale de la Coupe du Monde, etc. Pour l'Italie, c'est pas honteux. En marquer aucun, ça devient problématique. Voilà, donc je pense que peut-être on en reparlera sur comment veux-tu développer un sport dans un pays comme ça. Donc l'accession à ce tournoi des 5 nations devenu 6, ça devient un chemin de croix pour les Italiens. Là, ils ont plus en plus Sergio Parisse qui tenait la boutique. Malheureusement, ça révèle aussi en dépit de la présence de Jaden Hayward, notre champion du monde de rugbarbe, comme vous vous en rappelez peut-être, ils ont pas existé. Ouais, écoute, c'était un peu dur à voir parce que c'est encore un renouveau pour l'Italien. Il joue nouveau capitaine, et tu vois qu'ils n'y arrivent pas. Et puis en plus au Millennium face, comme tu dis, aux Gallois, enfin il y avait rien à faire quoi. Franchement, c'était dur à voir parce qu'il y avait zéro solution. T'attendais vraiment la fin du calvaire pour les Italiens quoi. C'était vraiment. C'est pour ça que tout à fait je parlais de. C'est pas pour dénigrer ce match, hein, mais franchement les Italiens qui vont au Millennium, bon tu sais que. Voilà, on a vu Halfpenny, on a vu Bigard, c'était beau, on a vu une passe entre les jambes de Bigard qui était très drôle, c'est rugby enjoué, c'est voilà. Un petit tour de chauffe pour les Gallois. Et voilà quoi, comme tu dis, c'est vrai que ça pose quand même la question de cette présence italienne. C'est quand même, ça fait 5 ans qu'ils ont rien gagné. Enfin les 4 derniers tournois, ils ont gagné aucun match. Ils ont gagné aucun match. Je sais plus, j'avais lu là 10 ans, ils ont gagné 4 matchs ou 6 matchs, un truc comme ça. Et puis c'est le problème de faire un 4 nations britanniques à une seule nation latine, c'est que nous on leur laisse toujours des points. C'est les cousins, Ouais, nous c'est les cousins. OK, on te laisse un truc, mais les British ils s'en foutent, s'ils peuvent te mettre 100-0, ils le font.
C'est ça qui est terrible. Et là, c'est... Bah non, parce que les British, ils sont cousins entre eux, tu vois. Il y a de la consanguinité, tu vois. Donc, ils ont pas besoin de cousins au-delà de leurs frontières, tu vois. Ils ont tout ce qu'il faut à la maison. Bon, en parlant des autres équipes anglo-saxonnes, on a aussi eu Irlande à Écosse. Irlande 19, Écosse 12. Un match quand même assez serré avec un Sexton qui était pas mal en forme, qui a marqué tous les points de Irlande. Non, en fait, pour moi, dès la deuxième minute, il y a eu un ballon porté. Il y avait une touche irlandaise et ils ont tenté leur fameux ballon porté. Et en fait, il n'a pas bougé. Voilà, il n'a pas bougé. Les Irlandais qui avancent pas sur des ballons portés, c'est qu'il y a quelqu'un en face. Et donc, clairement, les Écossais, ils ont montré leurs intentions. Et ça s'envoyait sévère. Et ils étaient vraiment pas là pour rigoler. Mais malheureusement, d'un côté, beaucoup d'envie. Il y a eu des phases de jeu. Je me souviens pas à quel moment du match, mais il y a eu un moment où vraiment j'avais l'impression de voir jouer les Français. Le ballon allait partout, t'avais des chisterades, c'était un peu un bordel. Ils tombaient, ils relevaient. Enfin, c'était pour ne pas aboutir. Ils ont beaucoup buté quand même sur une défense irlandaise qui est à la hauteur de la réputation de la défense irlandaise. Hein. Ça a été très propre. En plus, il y a eu des maladresses. Il y a eu un truc, qui est catastrophique pour notre pauvre petit Hogg qui, voilà quoi. À la 50e, c'est le moment de faire le break. Les Écossais, ils vont rattraper. On est à 13-6. S'ils mettent l'essai, ça va y aller. C'est terrible. Le ballon arrive à force de bagarre, hein, parce que putain, ils se sont envoyés. Ils font le plus dur et il fait ça, c'est horrible. Il s'en rappellera toute sa vie. Il y a rien, c'est-à-dire c'est même pas son pied qui botte ou il y a un déséquilibre, c'est vraiment au moment d'aplatir, je pense qu'il pensait déjà à sauter de joie et il le foire, donc c'est super dur. Il a quand même tenté le petit coup d'esbrouf pour essayer d'esquiver la vidéo, je pense, de se lever et de hurler. C'était malin, c'est terrible. C'est un moment effectivement où les Écossais méritent de gagner. S'ils gagnent et qu'ils transforment derrière, ils reviennent à 13 partout à ce moment-là. Et t'as 50 mètres de petit tas et de passes et de machin. Tout le monde a mouillé le maillot pour y arriver. T'as le ballon pour l'aplatir et tu le lâches. Donc c'est affreux parce qu'il va s'en souvenir toute sa vie, le pauvre Stuart Hogg, même si ça n'a rien de dramatique en soi. Il a été, son coach l'a défendu après en tribune de presse. Bien sûr, parce que ça peut arriver. Et puis on peut pas reprocher à Stuart Hogg, exactement, d'avoir porté l'équipe d'Écosse depuis pas mal d'années. C'est un joueur qui est magnifique. Mais moi, je me rappelle quand même que dans notre dernier épisode de Pack de Potes, j'avais dit attention à l'Écosse, qui est pas une équipe pour faire de la figuration, et c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout été ridicules contre les Irlandais, qui ont quand même encore une grosse écurie, et moi je vois qu'ils ont aussi une forme de génération dorée. Quand tu vois les Gray, Hamish Watson en troisième ligne, qui est pas un joueur spectaculaire, mais qui a un abattage exceptionnel aussi. Le 7, qui est exceptionnel. Il bonifie tous les ballons. C'est un super joueur. Des belles courses aussi. Il a remonté pas mal. Il a remonté pas mal de ballons. Et surtout, ils ont un grand numéro 10 en devenir, qui n'est autre que le fils de Gavin Hastings, qui jouait quand Charlie mettait des couches encore, et nous on était déjà en train de regarder du rugby à la télé. Et il a vécu libre dans une communauté dans le Larzac, mais dans les années 90, Gavin Hastings était un super joueur. C'est son fils qui joue 10 et qui est un super joueur. Il est très jeune, mais en numéro 10, ils ont un mec qui va jouer 10 ans en équipe nationale. C'est sympa de voir ça aussi. Moi je suis content pour eux qu'ils aient une belle génération, les Écossais. Oui Théo, c'est vrai, je suis d'accord avec toi dans le sens que je trouve que l'Écosse peut être quand même très dangereuse, surtout avec Finn Russell s'il revient en numéro 10. Oui, c'est vrai qu'il a pris un petit coup de frigo parce que visiblement il est en désaccord avec Gregor Townsend qui est le coach, mais surtout Townsend il a bien joué là parce qu'il lui montre tout simplement non mais attends, tu te calmes Finn Russell, parce que là tu l'as vu le jeune Hastings, il est énorme, donc tu dégonfles. Et tu reviendras quand tu seras calme. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui là qu'il n'est pas pris non plus contre l'Angleterre la semaine prochaine. Donc voilà, le bocal. Ah non, il n'est pas dans le groupe du prochain match non plus. Donc dans autre rugby news, on a aussi eu les U20 contre l'Angleterre. Ouais, on va dire que les U20, ils ont fait comme les grands étaient en train de marcher sur les Anglais, eux, ils nous ont fait la petite fédération française de la loose. C'est-à-dire qu'ils ont pris un essai à la dernière minute pour perdre à la maison. Voilà, donc c'est quand même un peu désolant. Ils avaient fait un assez bon match jusque-là, mais ils prennent à la 80e un essai qu'ils n'auraient pas dû prendre s'ils avaient tenu le match. Donc ils ont encore un peu de chemin à faire pour avoir plus de maîtrise, et c'est triste pour eux, mais toutes les défaites, on peut en sortir grandi quand même.
Ouais, et malheureusement, notre équipe française a perdu ce week-end aussi, les femmes. Ouais, les gonzesses, moi je les ai vues. Alors, deuxième mi-temps surtout, j'ai eu l'impression de voir l'équipe de France masculine il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'est-à-dire tu joues mieux que l'adversaire mais tu perds. Et c'est désolant, mais c'est la marque un peu française. Elles ont lâché un nombre de ballons incommensurable. Elles ont dominé. Elles se sont envoyées du point de vue, franchement, de l'investissement et de l'envie d'aller gagner. C'était énorme, mais il y avait toujours un ballon qui tombait dans les 20 derniers mètres et ça leur coûte le match. Donc, pourtant, sur l'engagement et sur la qualité, etc., je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. À part le début du match, les Anglaises ont été complètement étouffées par la Furia pendant de la 30e à la 80e. Les Françaises étaient vraiment meilleures, mais quelques détails qui font que le ballon tombe, le machin. Et puis au final, même Safi Ndiaye qui rentre remplaçante, qui est vraiment une super joueuse, elle est rentrée dans les intervalles, elle a mis son équipe dans l'avancée à chaque fois. Ça n'a pas suffi et ça a vraiment manqué de maîtrise. Et ça m'a rappelé les années où on perdait en jouant mieux que les Anglais, où Sona rendait fou. Et j'ai trouvé que c'était un peu ça. Moi, malheureusement, j'ai vu que la fin de ce match-là, où en effet, il y a eu un gros travail des avants. On dit pas les avantes, du coup. Du coup, ouais, ça finit. Non, les avantes, les savantes, les avantes. et oui, avec Safi qui était rentrée. Et à la fin, elles ont réussi quand même à repartir avec un point de bonus défensif, même si tu n'aimes pas ces points, Théo. non, mais c'est quand même repartir avec quelque chose. Et ce, grâce à une mêlée qui a à la fin dominé son adversaire. Ils ont réussi à obtenir une pénalité grâce à ça. C'est toujours ça de prix. Oui, c'est toujours ça de prix. Et au moins, on sait qu'on peut compter sur nos avantes. Nos avantes, les femmes avantes. Ouais, parce qu'on peut pas dire les gros, du coup. Non, si on dit les grosses, c'est pas gentil. D'accord. Donc les avantes. Et donc Charlie, on a un peu de nouvelles à ce niveau-là pour l'équipe féminine? Bah ouais, du coup, on s'est dit, c'est vrai que c'est assez important de parler du rugby féminin parce que c'est aussi beau à voir. France 2 6 mai, il y a 2 matchs qui vont être transmis sur France 2 pendant ce tournoi-là, des féminines, et les autres évidemment comme d'habitude sur France 4. Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa quand même dans nos petits rendez-vous à propos du tournoi d'avoir une analyse un peu meilleure que la nôtre sur ce sujet en question. Et on a rencontré Alban, qui est joueuse pour les Pink Rockets du Stade Français, et qui, à partir de la semaine prochaine, va nous faire des petits débriefings des matchs des féminines, et ce sera sûrement plus clair que quand on s'y essaye. Voilà. Eh ben, welcome Alban, alors on espère vraiment t'entendre très bientôt. Donc, prochain épisode, on a Alban avec nous à la fin au moins, c'est ça? Exactement. Fantastique, fantastique. Bon, les gars, en parlant des nouveautés, je suis allé au tournoi de Sevens à Paris ce week-end, à Paris Arena à la Défense. Je vais essayer de vous faire un petit bonus parce que, en fait, pour moi, c'était ma première fois de voir du Sevens en live et franchement, j'ai trouvé ça excellent. C'était la fête, c'était très familial. Il y avait beaucoup de copains qui étaient là, qui supportaient leurs potes qui étaient sur le terrain. Il y a beaucoup de familles, vraiment bon enfant, un jeu super captivant parce que c'est vrai qu'on regarde à la télé, c'est bien, mais qu'on est vraiment tout proche des joueurs, on se rend compte à la vitesse qu'ils courent, c'est impressionnant. Donc voilà, donc je vais essayer de faire un petit bonus épisode rapide avec des entretiens intéressants et surtout rigolo. Il faut savoir que c'est un sport incroyablement exigeant sur le plan physique parce qu'on joue sur le même terrain à 7 au lieu de 15. Donc évidemment, c'est monstrueux du point de vue de l'intensité physique. Donc c'est des toutes petites mi-temps, souvent de 2 fois 10 minutes, ce qui permet d'avoir un tournoi avec plein de petites confrontations très exigeantes sur la même journée. Et donc on n'a pas un championnat au long cours, c'est toujours des tournois. On voit X petits matchs pendant toute la journée. C'est pour ça qu'il y a un circuit international où il y a des tournois à chaque fois d'un jour ou deux. Et là, c'était l'espèce de nouveau championnat de France entre les équipes de top 14 à la faveur d'un week-end où il n'y a pas de match de top 14 parce qu'il y a un match de l'équipe de France par ailleurs. Je précise juste que c'est une équipe en ciel et blanc qui a gagné ce premier tournoi dans l'histoire du 7 français, quoi. L'Argentine jouait C'est ça. Et en plus, c'est marrant parce que c'est un sport qui est tout en vitesse et c'est exceptionnel. Des appuis et c'est des choses que je n'ai pas moi. Et non, on n'est pas obligé d'avoir tout pour jouer au rugby. C'est ça qui est intéressant au rugby. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai jamais joué au 7. Parce que
Tu parlais de tout ce qui était un peu sportif là sur le Seven, mais ce qui est vraiment génial pour le Seven, pour ceux qui courent pas, voilà, c'est qu'en vrai c'est vraiment comme un festoche de musique, mais avec du rugby quoi. C'est ça. Tu vois les Donc, copains, tu peux picoler toute la journée en regardant les potes. Tu picoles, tu vois les potes, tu rencontres plein de gens, chacun a son petit concert quoi en fait à C'est voir. ça. Et voilà quoi. Et t'es entre Comme nous, journée, c'est vraiment génial, c'est vraiment cool. Ouais. C'est parfait pour notre pote JP, où on sait que on en a parlé sur Facebook et sur Twitter. Tout le monde dans les équipes de rugby a un pote JP qui est tout le temps bourré après les matchs, même quand il joue pas. Et souvent, il est blessé depuis plusieurs mois, mais il est quand même bourré après les matchs. Et on a tous ce pote-là. Mais c'est ça, ces mecs-là, ils vont voir le set en général. Et ils sont déguisés en cocotte ou en Astérix ou en danseuse, en pop-up girl, en licorne. Donc JP, on te salue. On salue tous les JP. Tous les JP de tous les clubs. On vous adore, les JP. On a aussi beaucoup de rugby la semaine prochaine, les gars. On a encore 3 matchs de 6 nations. On est Irlande, Pays de Galles. Ça va être magique. Qui va gagner celle-là, à votre avis? Écoute, moi je mettrais un petit... Allez, mais non, parce que si je mets un billet, je vais le perdre avec Théo. Mais je mettrais un petit billet sur l'Irlande, moi. Je mettrais un petit billet sur l'Irlande parce que... Je suis obligé d'en mettre un sur le Pays de Galles, du coup c'est pas drôle, Charlie. Tu peux viser le match nul, là, il y a une belle cote. Non, mais ça va être mythique, là. Les 2 matchs de la semaine prochaine entre Britanniques, c'est du régal. Quand même. Faut absolument voir ces matchs-là parce que les mecs. L'autre match, donc Scotland-Angleterre, Écosse-Angleterre, franchement, l'année dernière, c'était le match de rêve qui a fini notamment en match nul. C'était un match de fou. Et l'an dernier, et là, les Anglais sont piqués, ils sont fâchés comme pas possible. Ils se sont fait laminer par les journalistes, etc. Donc là, ils vont avoir envie d'écraser les Écossais. Et les Écossais n'ont pas du tout intention de se laisser faire. Donc ça va être top. La presse britannique a quand même beaucoup écorché Eddie Jones. Hein, y a de quoi. Avant les joueurs. Mais en plus, franchement, les il y a de quoi. Écossais ils se sont prouvés qu'ils avaient quand même les moyens, avec un petit peu plus de réussite, d'aller chercher des choses intéressantes. Je pense qu'ils vont être remontés. Donc moi, je table, je vais quand même mettre un billet, même si j'y crois pas trop, sur une victoire des Écossais en Angleterre. Voilà. Oula. Ouais. T'as envie de frémir un peu dans ce match. Je suis comme Est-ce ça. que tu vas faire la même chose pour l'Italie en France? Le match de tous les dangers. Non, ça malheureusement, j'y crois pas. Je pense que, comme disait Charlie, la possibilité de faire rentrer les Japonais et je sais pas qui dans le tournoi Destination, il faudrait y penser parce que à un moment, il faut que l'Hérital puisse gagner des matchs, quoi. Sinon, c'est plus possible. Juste pas sûr. Pas la semaine prochaine, par contre, non. Non. Pour le petit rappel, n'oubliez pas qu'il y aura un épisode de bonus sur les Sevens, normalement cette semaine. Revenez la semaine prochaine où nous allons parler de 6 nations, de tout ce rugby. Et aussi, hey les gars, la semaine prochaine c'est Major League Rugby USA, baby. Oh yeah. Ouh, donc les premiers pas sur le sol US de Mathieu Bastaro. Les premiers pas lourds sur le sol US de Mathieu Bastaro. Tout à fait. Sont-ils prêts? Donc on verra tout ça la semaine prochaine. N'oubliez pas à vous abonner sur nos podcasts, là où vous trouvez vos podcasts, donc que vous soit Apple, iTunes, Spotify, et aussi récemment Deezer aussi, donc on est content d'être là. Bien sûr, on est sur tous les réseaux sociaux. Bien sûr, on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à revenir vers nous, faire un petit like, faire un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup à tout le monde, nos chers écouteurs, et merci à mes chers coéquipiers, Théo et Charlie. À bientôt. À bientôt les copains. À bientôt les gars, la semaine prochaine pour plein de rugby à nouveau, plein de bonheur. Ciao. Bon match. Ciao, à bientôt.